Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Dis-les, à qui appartient Internet? Si je n'arrive pas à aller sur TikTok, c'est la faute à qui? À qui dois-je me plaindre? Très bonne question ma chère Zetago, et pour répondre à tes questions, je te propose qu'on cherche d'abord à comprendre ce qu'est Internet. On remonte généralement les origines d'Internet au projet ARPANET de l'armée américaine, initié en 1966. L'idée est alors très simple, il s'agit de connecter des machines aux quatre coins des États-Unis avec des câbles pour permettre de communiquer à distance. Ils ne peuvent pas utiliser la 4G ou le Wi-Fi? On parle là des années 1960, le Wi-Fi et la 4G n'existaient pas. À l'époque, pour que cela marche, on utilisait davantage des câbles électriques. À travers ces câbles, les machines envoyaient des signaux électriques qui étaient modulés pour envoyer des messages. C'est un peu comme lorsque l'on parle. On envoie du son qu'on module pour que le son forme un message. Le même principe a depuis été repris à travers le globe. Et comme tous les réseaux ainsi conçus sont interconnectés, on obtient alors un réseau de réseaux qu'on appelle alors Internet. Donc Internet, c'est juste des câbles qui connectent des machines. C'est ça? Au niveau matériel, en gros, oui, avec quelques améliorations depuis. Pour commencer, les câbles électriques ont été remplacés par des câbles à fibre optique. Autrement dit, au lieu d'avoir de l'électricité qui traverse les câbles, on a maintenant de la lumière. Et puis bien sûr, aujourd'hui, via le Wi-Fi ou la 4G, nos machines utilisent en fait des ondes radio pour se connecter sans fil à une autre machine, typiquement une box internet ou une antenne 4G, qui elles sont câblées au reste d'Internet. Et donc, Internet, ça appartient à l'armée américaine. Ou est-ce que ça appartient aux entreprises qui ont posé les câbles? En un sens, il y a des morceaux d'Internet qui appartiennent en effet à des entreprises de télécommunications qui ont posé ces câbles. Mais aucune de ces entreprises ne possède tous les câbles d'Internet. Néanmoins, les câbles des différentes entreprises sont interopérables. Les câbles d'une entreprise donnée peuvent communiquer aussi bien avec les câbles de l'entreprise qu'avec les câbles d'autres entreprises. Et c'est un peu ça la magie d'Internet. Internet est une coopération qui ne dépend d'aucune entité unique. Et du coup, en un sens, Internet n'appartient en fait à personne. Même si une entité unique voulait détruire Internet, elle n'y parviendrait pas seule puisqu'elle ne possède qu'une partie d'Internet. Même si bon, bien sûr, si toutes les entreprises qui contrôlent Internet se mettaient maintenant d'accord pour modifier Internet, elles y parviendraient. Mais comment est-ce possible d'avoir un objet possédé par personne en particulier et qui fonctionne pourtant? Ah, ça, c'est vraiment le cœur de la magie d'Internet. Et si c'est possible, c'est en vertu d'un langage commun à tous les composants d'Internet, peu importe le nom du propriétaire de ces composants. Tu veux dire qu'il y a un langage utilisé sur Internet, comme celui que vos autres humains utilisez? Un peu, oui, sauf que le langage utilisé sur Internet est beaucoup plus formel que celui qu'on utilise nous autres humains. Par exemple, dans tout message, il doit y avoir au moins le nom de l'auteur du message et le nom du destinataire du message. Tu veux dire que si j'envoie un message sur Internet, il faut que je dise qu'il vienne de moi, Zetago? En fait, non, ton nom sur Internet ne va pas être Zetago. Ton nom sur Internet est ce qu'on appelle une adresse IP. IP, c'est pour dire importante personne, c'est ça? Non, IP c'est pour Internet Protocol, même si toi, Zetago, t'es clairement une very important person. Mais comment je fais pour connaître mon adresse IP? Tu peux demander à Google ou à des sites comme whatismyip.com. Ou si tu veux trifluer ta machine, tu dois pouvoir trouver ça dans les options réseau de la machine. Mais elle vient d'où, cette adresse IP? Comment ça se fait que j'en ai une? Cette adresse IP t'a été fournie par ton fournisseur d'accès à Internet, qui peut être UPC, Swisscom, Sunrise ou un autre opérateur de télécommunications. Ainsi, même si Internet est très décentralisé, il ne l'est en fait pas non plus complètement. Il y a eu des accords entre les opérateurs pour déterminer quelles adresses appartiennent à qui. Attends, mais est-ce que ça veut dire que, quand je visite le site web de Zetago peut savoir que j'y suis allé? Un peu oui. Plus précisément, quand Betago, tu vas sur le site de Zetago, alors tu envoies un message sur Internet signé de ton adresse IP qui dit à Zetago que tu aimerais voir son site. Ensuite, différents serveurs vont relayer un peu ton message pour qu'il arrive jusqu'à Zetago et Zetago dira alors aux différents serveurs d'Internet d'envoyer le site de Zetago à ton adresse IP. Et aujourd'hui, la plupart des sites web, notamment s'ils cherchent à avoir des statistiques des visites du site, ces sites web vont noter quelque part que telle adresse IP a accédé au site web. Et si je suis en navigation privée, est-ce encore le cas? Oui, la navigation privée permet de cacher des informations enregistrées dans le navigateur web, mais elle ne peut pas cacher l'adresse IP. Après tout, si tu n'envoies pas ton adresse IP à Zetago, alors Zetago ne pourra pas savoir à qui envoyer le site web. Et du coup, tu ne recevras pas le site web de Zetago. Il n'y a pas des histoires comme quoi des VPN permettent d'éviter cela?
Oui, en effet, l'idée d'un VPN, c'est qu'au lieu de demander à Zetago d'envoyer le site web de Zetago à ton adresse IP, Betago, tu vas demander à une troisième machine, la machine VPN, de demander le site web de Zetago à Zetago. Zetago va alors croire que la demande vient de la machine VPN et va envoyer son site web à la machine VPN. Puis la machine VPN va te transférer la réponse de Zetago. De cette manière, Zetago croira que la requête vient de la machine VPN, pas de Betago. Ah, je vois. C'est comme si Betago était trop timide et il demandait à un ami de me parler à sa place. Exactement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas détruire Internet si on se met à le polluer en criant des messages un peu partout? Un peu comme on peut empêcher les gens dans un bar de parler, en criant dans le bar, ou en mettant de la musique super forte. Oui, tout à fait. Et il faut bien se rendre compte que de nos jours, il y a tellement d'intérêt à contrôler Internet que beaucoup d'acteurs cherchent constamment à hacker Internet, à causer des failles et à les exploiter. Pour permettre à Internet de bien fonctionner malgré toutes sortes d'acteurs malveillants, les informaticiennes et les informaticiens ont dû beaucoup travailler pour trouver des façons de communiquer qui persistent à bien fonctionner malgré ces acteurs malveillants. En informatique, on parle alors de protocoles de communication. Des protocoles, comme dire bonjour, merci et au revoir, tu penses à ça? Exactement, en fait l'un de ces protocoles s'appelle justement le handshake, qui signifie en anglais serrer les mains, et qui permet justement à deux entités sur Internet d'établir un lien de confiance justifié. Et il ne s'agit là que d'un protocole parmi tant d'autres. En fait, de nos jours, Internet repose sur énormément de protocoles de communication différents, qui ont chacun différents objectifs, différentes fonctionnalités et différentes performances. Et il y a quelque chose d'assez magique à se rendre compte que grâce à tous ces protocoles d'aujourd'hui, Internet, ça marche. Et d'un point de vue technique, ça marche même incroyablement bien.